Faux palais vénitien, faux employés de maison, faux chèques, faux Dottore Ceni, pour une escroquerie bien réelle, estimée à plus de 100 millions de francs. Portrait. Le 25 juin 1999, à l'aube, de mystérieux individus débarquent à Venise. Depuis plusieurs semaines, ils préparent un coup contre des marchands d'art internationaux. Une arnaque d'une rare audace, une escroquerie dont la cité des Doges sera le décor. Sur le marché de l'art, les coups spectaculaires sont légion, mais celui-ci les éclipse presque tous. Nous sommes allés à Venise pour reconstituer la fantastique arnaque des escrocs et retrouver leurs pistes. Helmut Rummler a été l'une des victimes des malfaiteurs. Ce célèbre marchand d'art de Francfort est spécialisé dans les gravures de maîtres anciens. Mi-juin, Rummler a reçu un coup de fil de Dottore Ceni, un Italien prétendant vivre au Canada. L'homme voulait acheter une gravure de Jäger qu'il avait remarquée quelque temps auparavant dans une exposition. Ceni se serait en outre intéressé à d'autres gravures du XVIIe siècle pour compléter sa collection. Rummler se souvient que son interlocuteur parlait français, qu'il s'y connaissait et qui lui avait fait bonne impression. Il m'a dit qu'il vivait à Toronto et qu'il ne disposait que d'1 ou 2 jours pour rendre visite à son fils avant de poursuivre pour Hong Kong. Il était donc dans l'impossibilité de venir à Francfort voir les gravures et nous demandait par conséquent de les lui apporter à Venise. Ce genre de choses se font parfois dans notre branche quand les sommes en jeu sont importantes, bien entendu. Le canal est grande, plus une bonne affaire. Qui aurait pu résister à une telle aubaine? Helmut Rummler et sa femme partent donc pour Venise le week-end du 26-27 juin 1999. Dans leur valise, 12 gravures d'une valeur totale de plus d'1 700 000 francs. Les escrocs ont loué un appartement dans ce palazzo, le Corte Amaltea, près du canale Grande. Sur la sonnette, de simples initiales ORM. Si l'immeuble est en cours de rénovation, il n'en dégage pas moins l'atmosphère indispensable au bon fonctionnement du stratagème des malfaiteurs. Les Rummler descendent à l'hôtel des Bains au Lido, l'un des palaces les plus luxueux de Venise. Dottore Ceni les a invités et leur chambre est déjà réservée. À peine arrivé, Helmut Rummler appelle Ceni à son palazzo. Nous avons pris contact avec lui vers 8 heures. En fait, c'est Ceni Junior qui nous a répondu, son fils. Il nous a expliqué que son père était à l'hôpital, au chevet de sa mère qui était en train de mourir. À 9 heures, on nous a téléphoné pour nous dire qu'un Vaporetto viendrait nous chercher et nous conduirait à une adresse que nous ne connaissions pas. Je me souviens que lorsque nous sommes entrés dans l'appartement, la musique classique marchait à plein régime et qu'une lampe tango projetait des ombres sur le mur. Nous avons expliqué l'affaire en détail au fils qui nous a écoutés attentivement et avons attendu son père.
Ce dernier n'est pas venu, mais il a téléphoné. Il a de nouveau expliqué que sa mère était à l'article de la mort et que même avec la meilleure volonté du monde, il lui était impossible de venir nous rejoindre. L'homme nous a ensuite confirmé qu'il prenait la gravure de Christopher Yeager à 140 000 $ et qu'il en choisirait certainement une ou deux autres, celles qui iraient le mieux dans sa collection. Après quoi, il nous a demandé si nous étions d'accord pour que les gravures restent chez lui, en échange d'un reçu que son fils nous établirait. Les Rummler laissent leurs gravures au palazzo pour que Dottore Ceni puisse les examiner plus tard dans la nuit. Le reçu est signé Ceni Massimo. Le jour suivant, Helmut Rummler et sa femme attendent en vain Dottore Ceni, qui avait promis de passer à leur hôtel vers 16 h. À 16 h, personne n'est venu. Entre-temps, pris d'un léger doute, nous avions demandé à la réception de l'hôtel si notre chambre avait été payée d'avance. Elle ne l'était pas et nous avons commencé à sérieusement nous inquiéter. À 17 h, nous avons décidé de partir en ville et de retourner au Corte Amaltea, dont nous connaissions à présent l'adresse. Nous avons sonné à la porte, personne ne nous a ouvert, confirmant ainsi nos soupçons. Nous avons alors sonné chez le propriétaire de l'appartement situé 2 étages au-dessus. La personne qui a répondu nous a dit ne connaître aucun monsieur Ceni. Par ailleurs, elle n'avait jamais rencontré de cinquantenaire dans le palazzo. Choqués, les Rummler rentrent à Francfort sans leur gravure. Ils portent plainte et tentent de se souvenir de l'exposition au cours de laquelle ils ont présenté la gravure de Yeager quelques mois plus tôt. Dottore Ceni faisait-il partie des visiteurs? Premières investigations sur le lieu du crime à Venise. Nous avons appris que l'appartement utilisé par les escrocs appartenait à une comtesse qui l'avait loué pour une semaine par le biais d'une agence immobilière. Elle refuse toute entrevue. Nous essayons une nouvelle fois de lui parler, mais ne rencontrons que son intendante. Se souvient-elle des personnes qui ont loué l'appartement ce week-end-là? Le secrétaire du consulat d'Espagne, qui habite un étage au-dessus, n'a rien vu. Et pour cause, il était parti en week-end. Et l'ingénieur de l'appartement d'à côté nous prie de bien vouloir comprendre qu'il ne souhaite pas s'exprimer sur cette affaire. Partout, nous nous heurtons au mur du silence. La comtesse est très connue à Venise. Pour elle, que des escrocs se soient servis de son palazzo pour parvenir à leur fin crapuleuse est une véritable humiliation. Nous partons à Londres pour rencontrer Charles Hill, enquêteur à la AXA Nordstern. Londres est l'une des métropoles du marché de l'art et la AXA Nordstern l'une des plus importantes assurances de la branche. Au téléphone, Hill nous a révélé que les Rummler n'ont pas été les seules victimes de Dottore Ceni. Charles Hill veut rester incognito. Avant d'être au service de la AXA Nordstern, il a travaillé pendant 20 ans à Scotland Yard où il était chargé des enquêtes dans le secteur de l'art. Je suis persuadé que le cerveau de cette affaire est, ou a été, négociant en œuvres d'art. Les exécutants du coup de Venise ne le sont peut-être pas. Certains détails montrent qu'ils n'ont pas une si bonne connaissance des œuvres d'art. De plus, il faisait toujours référence à une autre personne. Je ne sais pas si cette dernière était effectivement le cerveau ou prétendait l'être. C'est ce que nous cherchons encore à découvrir. Je pense qu'ils ont pris pour cible une vingtaine de victimes, sinon plus, dont la réputation n'est plus à faire sur le marché de l'art. Ceux qui ont monté cette affaire sont très intelligents, ou du moins très rusés.
Comme dans toutes les aventures criminelles de ce genre, c'est l'avidité des victimes qui cause leur perte. Mais les escrocs ont peut-être été trop gourmands. Charlie nous remet les dépositions de deux témoins, des employés de Derek Jones et de Doves Fine Art, deux importants marchands d'art. Ces entreprises, dont les sièges se trouvent dans la Duke Street, ont toutes deux été contactées à la mi-juin 1999 par Dottore Ceni, et toutes deux ont envoyé l'un de leurs collaborateurs à Venise, sans rien savoir de leurs activités respectives ce week-end-là. La centrale de Doves à Amsterdam a entre autres fourni une nature morte du maître ancien Gerhardt, intitulée Coquillages et Citron, valeur près d'1 million de francs. Quant à Derek Jones, c'est un tableau de Guardi qu'elle a laissé entre les mains des Ceni. Sa valeur équivaut à celle du Gerhardt. Très embarrassés par cette affaire, Jones et Doves refusent toute interview. Les dépositions de leurs employés nous permettent cependant de reconstituer le coup. Gianfranco Ceni nous a contactés le lundi 21 juin. Il était intéressé par un tableau de Guardi. Au début, il nous a dit qu'il vivait au Canada et qu'il n'était que de passage à Venise. Le 25 juin, je suis allée à Venise pour montrer le tableau de Guardi, intitulé « Vue sur la place Saint-Marc » à M. Ceni. Sur autorisation de mon chef Derek Jones, j'ai laissé le tableau à Venise. Le 25 juin, Derek Jones a été la première d'une longue série de victimes. Un marchand d'art allemand que nous appellerons Schmidt lui a succédé. Le 26 juin à 11 h, c'était le tour de Madame Blanche et à 19 h, celui de Doves. Après avoir garé notre voiture, nous avons embarqué dans le Vaporetto de Luigi, qui nous a conduits au Corte Almatea, où nous sommes arrivés vers 18h50. Luigi a appuyé sur un bouton de sonnette situé à gauche de la porte d'entrée. Nous avons pénétré dans le hall de l'immeuble qui était assez sombre, avons gravé les escaliers et sommes entrés dans un appartement meublé. Près de la fenêtre, un tableau de Guardi était posé sur un chevalet. À 21 h, Helmut Rummler de Francfort entrait lui aussi dans le Palazzo. Je suis persuadé que les personnes qui ont été escroquées ne se sont pas toutes fait connaître, car apparemment nous sommes arrivés les uns après les autres à Venise, chaque fois à 2 heures d'intervalle. La soirée d'été était douce, les Rummler avaient envisagé de prendre un cappuccino dans l'un des cafés situés près du Palazzo avant leur rendez-vous. Si nous étions allés dans ce café, nous aurions pu voir nos collègues passer à la queue leu-leu devant nous. Mais il est fort probable que, comme nous, ces gens ont été ramenés à leur hôtel en bateau. Ce week-end-là, les marchands d'art ont laissé à Venise des tableaux, des gravures, des livres et des bijoux pour une valeur totale de près de 10 millions de francs. La piste du bateau. Tous les marchands d'art ont été conduits à leur rendez-vous puis ramenés à leur hôtel par un vaporetto. Le chauffeur était-il de mèche avec les escrocs? Les Rummler se souviennent que le vaporetto en question portait le numéro 129. Nous demandons à ce bateau de venir nous chercher. Son conducteur s'appelle Luigi, exactement comme le chauffeur qui a convoyé les marchands d'art en juin 99. Le vrai Luigi nous dit que ce week-end-là, il ne travaillait pas. Le vaporetto numéro 129 aura probablement été loué en sous-main par quelqu'un qui s'appelait lui aussi Luigi. L'alibi a l'air tangible, mais les escrocs ont peut-être été assez habiles pour se cacher derrière un vrai nom de façon à brouiller les pistes. Non, ce n'est pas le conducteur du bateau, absolument pas. Se pourrait-il que Massimo Ceni n'ait pas été Massimo Ceni? Qui se cachait derrière le masque du soi-disant fils? Un jeune homme, 20, 25 ans, pas plus, 1,70 m. Il portait un blazer bleu et donnait l'impression d'être sérieux.
Nous demandons au Rumbler de réaliser un portrait robot de Cheney Jr. à l'aide d'un logiciel utilisé par la Direction générale de la police judiciaire allemande. Maintenant, à défaut d'une véritable identité, l'un des malfaiteurs au moins a un visage. Retour à Londres. Nos recherches avancent enfin. Nous avons appris que certaines gravures volées au Rumbler avaient été proposées à un marchand d'art. Et Charlie Hill nous donne des noms. Andrea Bassoli, 20 ans, et Nicola Gabrielli, 26 ans. Ces deux jeunes Italiens originaires de Rimini ont essayé de vendre au marchand d'art Christopher Mendez quelques-unes des peintures dérobées à Venise. Ils sont venus chez moi me proposer des gravures. J'ai examiné leur portfolio et j'ai reconnu certaines pièces volées figurant sur une liste qu'un ami, Helmut Rumbler à Francfort, m'avait faxée quelques jours plus tôt. J'ai déclenché l'alarme contre les voleurs et je les ai fait patienter pendant que je dressais la liste des pièces que je voulais prétendument acquérir. La police est arrivée, les a arrêtés et a saisi toutes les gravures. À la minute même où ils ont été arrêtés par la police, les deux malfaiteurs ont réclamé un avocat. On leur a donné un annuaire et quelques secondes plus tard, ils ont demandé à voir l'un des avocats les plus renommés de Londres. Ce dernier est arrivé très rapidement au commissariat et a prouvé que les billets retour des deux malfaiteurs étaient en règle. Résultat, ils ont été relâchés quelque temps plus tard. C'est dans cette serviette que les escrocs ont transporté les gravures de l'Italie vers l'Angleterre. La police britannique a certes restitué au Rumbler une partie des gravures qui leur avaient été dérobées à Venise. Mais il en manque encore 4, les plus précieuses, d'une valeur totale de près de 2 millions de francs. Par chance, ces œuvres portent un tampon qui permet de les identifier très clairement. Grâce à ces tampons, nous avons pu prouver à la police anglaise que ces deux gravures nous appartenaient vraiment. Ainsi, on ne nous a pas soupçonné d'essayer de mettre la main sur des œuvres qui ne nous appartenaient pas. À Londres, les enquêteurs ont confisqué 2 autres pièces que nous n'avons pas pu identifier et qui donc ne nous appartenaient pas. Rimini, sur la côte adriatique italienne. Une ville où peut-être nous trouverons enfin la trace des escrocs. Dans leur déposition, Bassoli et Gabrielli, les deux Italiens qui, à Londres, ont tenté de vendre les gravures dérobées au Rumbler, ont déclaré vivre à la résidence Angeli. Notre interprète se renseigne. E queste persone, Andrea Bassoli e Nicola Gabrielli. Questo qui non lo conosco. Questo ho soggiornato qui tantito quando lavoravo qui, ma diversi anni fa. Diversi anni fa, ma questo anno no. Le directeur se souvient lui aussi de Bassoli et nous autorise à consulter ses registres. Andrea Bassoli a séjourné dans cet hôtel entre 1993 et 1994. Il partageait l'appartement numéro 305 avec son père. Nous nous rendons à présent dans la banlieue de Rimini. Le directeur de l'hôtel nous a confié qu'à l'époque, Alberto, le père de Bassoli, s'était séparé de sa femme. Cette dame habite aujourd'hui dans un immeuble situé dans la Viale Emilia. Elle a repris son nom de jeune fille, Lodovico. Apparemment, Nicola Gabrielli, l'un des 2 coursiers londoniens, vit lui aussi dans cet appartement. Cette fois-ci, c'est du sérieux. Siamo 2 giornalisti della televisione tedesca e le vogliamo chiedere qualcosa. Ho capito, ma io non voglio giornalisti in casa. Mi dispiace. No, io non assolutamente.
Nous découvrons qu'un dénommé Massimo Ceni vit à Rimini, dans la Via Belli. Est-il impliqué dans l'affaire de Venise? Aurait-il fourni son passeport aux escrocs pour réaliser leur coup? Personne. Dans la rue, un cycliste nous accoste. Il nous confie que Ceni aurait escroqué presque tous les habitants de la région. Pour en savoir plus, il nous conseille de nous adresser à Severino. Severino tient une agence de location de voitures au centre-ville. Selon lui, le Massimo Ceni de la Via Belli est un truand. Reste à savoir s'il s'agit bien du Massimo Ceni de Venise. Quelque temps avant le coup, Ceni a loué un Fiat Multipla à Severino. Après avoir parcouru 6500 km avec le véhicule, il l'a abandonné en pleine nature sans régler une seule lire à Severino. Pour savoir si nous parlons bien du même individu, Severino fouille dans ses documents à la recherche d'une copie des papiers du malfaiteur. Il finit par trouver le permis de conduire de Ceni, aucune ressemblance. Also der ist es 100%ig. Das ist er. Vom Typ her 100%ig. 100%ig. Peu après notre entrevue avec le loueur de voitures à Rimini, nous rencontrons la mère de Ceni dans son jardin. Elle nous dit ne plus avoir vu son fils depuis plusieurs semaines. Les carabiniers m'ont souvent demandé où il se trouvait. Je pense qu'il doit être à l'étranger. Dottore Ceni, je ne connais pas. Mon mari est mort il y a 1 an. Et il n'était pas dottore. Des acolytes de Massimo, je ne connais que l'un de ses camarades de classe, Andrea Bassoli. Un jour plus tard, les choses prennent une tournure totalement imprévue. Les journaux locaux annoncent l'arrestation à Rimini d'Andrea Bassoli et de Nicola Gabrielli, les 2 coursiers interpellés puis relâchés à Londres. Également arrêtée à Rimini, Anna, l'amie de Bassoli, surnommée la belle de la bande. À l'heure actuelle, Anna serait d'ailleurs à nouveau en liberté. Nous apprenons que Bassoli et Gabrielli doivent être interrogés le jour même. La petite bande aurait escroqué plusieurs marchands d'art italiens. À l'entrée du palais de justice, les carabiniers semblent ne rien savoir. Plus tard, devant le tribunal, nous parvenons à discuter avec les inspecteurs chargés de l'affaire. Ils nous confirment qu'une enquête a bel et bien été lancée contre Massimo Ceni, l'homme de notre portrait robot. Ils ont entendu parler du coup de Venise avec lequel ce procès-là n'aurait pourtant rien à voir. Anna, la belle de la bande, et Andrea Bassoli, son compagnon, auraient escroqué plusieurs marchands d'art 1 an auparavant dans une villa qu'ils avaient louée en Toscane. La même combine qu'à Venise. Quelques jours plus tard, au Palazzo Corsini à Florence, nous assistons à l'ouverture de l'une des plus importantes foires d'art consacrées aux livres anciens, aux tableaux et aux gravures. Des marchands d'art du monde entier se retrouvent ici chaque année. Pendant le vernissage, les rumeurs vont bon train. Les professionnels s'interrogent. Qui est ce dottore Ceni? Un initié? Quel collègue a-t-il escroqué à Venise? Pour l'instant, ils ne sont que 5 à s'être fait connaître. Mais le nombre de victimes est probablement bien plus élevé. À Florence, nous avons rendez-vous avec un marchand d'art allemand. Il ne veut pas être reconnu. Nous l'appellerons Schmidt. Il fait partie des nombreuses victimes de Ceni. À Venise, il a laissé 6 livres anciens d'une valeur totale de 850 000 francs. Parmi eux, une édition originale du physicien Newton. Petit retour en arrière, le week-end du 26 juin 1999, Schmidt se rend à Venise et descend au luxueux hôtel Europa Regina. Pour lui aussi, dottore Ceni a réservé une chambre sans l'avoir payée. Et comme les autres, Schmidt a été conduit au palazzo par un vaporetto. Nous avons emprunté un canal latéral au canale Grande. Il devait être à peu près 9 heures, la nuit tombait.
Le chauffeur a sonné et on m'a conduit au premier étage. Dès que la porte s'est ouverte, j'ai été impressionné par la splendeur de l'appartement. Le maître des lieux est alors arrivé et il s'est présenté comme étant Massimo Ceni. Il m'a dit que son père était affreusement désolé de ne pouvoir être là et m'a présenté sa secrétaire, une femme mince, aux longs cheveux blonds, très élégante, et qui n'avait pas du tout le type italien. Elle m'a demandé si je voulais boire quelque chose, un café ou du champagne. J'ai opté pour un café, qui a mis assez longtemps à venir et avait un goût très particulier. Je l'ai quand même bu et je suis reparti sans mes livres. Voilà pourquoi je suis persuadé qu'il y avait quelque chose dans ce café. Anna dans le rôle de la secrétaire, tout cadre parfaitement. Le puzzle commence à prendre forme. Le jour suivant, ouverture de la foire d'art à Florence. Schmidt fait partie des tout premiers visiteurs. Il espère pouvoir retrouver l'un de ses livres, car voilà belle lurette que les escrocs les ont introduits sur le marché légal. Mais que se passera-t-il si le revendeur en a fait l'acquisition en tout bien, tout honneur? Quelques semaines auparavant, un antiquaire du Tessin a en effet acheté des livres volés. À Florence, nous demandons à cet homme s'il n'a pas eu quelques soupçons quant à l'honnêteté des vendeurs. Well, I'm in the business nearly 40 years by now, so I know everybody. And do you know this person well? Well, enough. Anyhow, or do you have any reason to be suspicious? I'm sorry. Forgive me, but I understand it's your job, you're a journalist. L'homme se montre réticent et pour cause. Il refuse de restituer à leur propriétaire initial les livres qu'il a achetés aux escrocs. Le marchand d'art de Thuringe, Umberto Pregliasco, est donc en procès avec l'antiquaire du Tessin. D'abord victime des escrocs, il doit à présent entamer de lourdes démarches judiciaires pour récupérer ses biens. Mes ouvrages ont été volés, rachetés par un libraire, puis saisis par la police de Milan. Ces trois ouvrages provenaient de trois opérations distinctes. Mais c'est bien la même méthode. Seuls les bureaux, les noms et les villes changent. Le plus incroyable pour moi, c'est le fonctionnement de la police. Il n'y a que peu d'échanges entre Milan, Venise et Rome. La police ne s'intéresse qu'à leur petite histoire. Nous découvrons que l'escroc qui se faisait appeler Dottore Ceni à Venise sévit depuis plusieurs années dans le nord de l'Italie. Une villa près de Pérouse, un hôtel de luxe à Milan, un château dans la vallée d'Aoste. À chaque fois, les marchands d'art se sont laissés aveugler par un cadre somptueux. Aujourd'hui, le butin total de Ceni devrait s'élever à plus de 100 millions de francs. Retour à Venise. Nous avons appris qu'en 1995, un coup de grande envergure contre des marchands d'art internationaux s'est déroulé à Chioggia, tout près d'ici. Nos collègues de la rédaction du Nuova Venezia se rappellent vaguement de cette affaire. 19 membres de la bande ont été jugés en avril 1999. Leur chef, Mr. Miliardo, a été condamné à près de 3 ans de prison par contumace. Son nom, Alberto Bassoli, l'homme dont nous avons découvert la trace à Rimini, le père d'Andrea Bassoli et peut-être Dottore Ceni.
Dans un café, notre interprète nous traduit l'article de journal. Nous apprenons que la bande réglait les œuvres d'art qu'elle convoitait avec de faux chèques. Également cité dans l'article, l'inspecteur chargé de l'enquête sur Bassoli. Nous le contactons sur le champ. Et le soir même, un bateau de police vient nous chercher pour nous conduire à la Questura, le commissariat de police situé non loin de la Piazza San Marco, où nous le retrouvons avec ses collègues. Pendant des mois, nous avons essayé en vain d'entrer en contact avec les inspecteurs qui ont enquêté sur le coup de Venise. Et à présent, tout semble très simple. Comment expliquer un tel revirement? Peut-être par la frustration, car cela fait des années que le commissaire Paglione traque Alberto Bassoli sans succès. Pour ces inspecteurs, le coup de Venise a été l'affaire de trop, une véritable humiliation. D'ailleurs, on vient de leur retirer l'enquête. Selon la chef du commissariat, Bassoli serait le plus grand escroc de cette décennie. Pendant des années, cet homme aurait exercé comme dentiste sans en avoir la formation. Après quoi, Alberto Bassoli se serait tourné vers le commerce d'objets d'art. Bassoli Alberto, alias. A-t-il choisi de se nommer Ceni parce que le vrai Massimo Ceni devait jouer le rôle de son fils à Venise? Les commissaires nous le confirment. En revanche, ils ne savent toujours pas si Bassoli était à Venise pendant l'opération, malgré le mandat d'arrêt lancé contre lui. Le commissaire Paglione pense que Bassoli a dirigé l'opération depuis l'étranger par téléphone portable. Récapitulons. Alberto Bassoli est le cerveau de la bande. Ce n'est pas son vrai fils Andrea, mais le camarade de classe de ce dernier qui a joué le rôle du fils à Venise. La belle Anna se fait passer pour la secrétaire. Nicola Gabrielli était Luigi, le conducteur du Vaporetto. Et Andrea Bassoli tirait toutes les ficelles en coulisses. Retour à Rimini. L'appartement de la Viale Emilia, à la porte duquel nous avons déjà sonné, est apparemment le quartier général de la bande d'escrocs. Devant la porte, nous croisons Andrea Bassoli. Relâché peu de temps après son arrestation, il a été placé en résidence surveillée. Ce qui ne l'empêche apparemment pas de quitter son logement. Nous lui demandons s'il sait où se trouve son père. Andrea Bassoli refuse de nous répondre. Anna, la compagne d'Andrea, vit elle aussi dans cet appartement. Anna est tchèque et l'un des indicateurs des carabiniers nous apprend qu'elle téléphone souvent à diverses personnes vivant à Prague. Une nouvelle piste. 2 semaines plus tard, l'escroc en chef Alberto Bassoli, alias Dottore Ceni, nous appelle. Nous avions laissé notre numéro de téléphone à Rimini. Alors, pour dimanche, c'est bien. Vous venez à la porte, je demande quelqu'un à vous prendre. Mais demain soir, demain matin, je pars pour Paris. Demain soir, il y a mon fils, vous pouvez parler au téléphone avec lui. Mais pour dimanche, c'est bien. Mais demain soir... Bassoli parle français, tout comme la personne qui avait contacté Helmut Rumbler. C'est lui, cela ne fait aucun doute. Plus aucune nouvelle d'Alberto Bassoli. Quelque chose aura probablement mal tourné à Paris en cette veille de Noël. Nous partons pour la capitale française et découvrons dans quel hôtel Bassoli est descendu. Il est situé à proximité immédiate du Louvre des Antiquaires, le quartier des Antiquités. La réception de l'hôtel Tim est toute disposée à nous renseigner. Sa façon de... C'est la façon de, vous savez, de parler, de... Il avait une confiance totale en lui. Ah, oui. Lui, il parle pas du tout. Non, il parlait pas beaucoup. C'est lui qui parle toujours. Très sympathique, pas un petit peu, il est très sympathique. Ouais. Non, mais c'est des gens qui paraissaient tout à fait normaux. Hein. Jamais on aurait pensé... c'est des gens merci. On aurait pensé qu'ils étaient... C'était des escrocs, quoi. Ce n'est pas Bassoli qui a réservé la chambre d'hôtel, mais un jeune homme qui l'accompagnait. Ceni Massimo. Mais en fait, c'est d'argent. Anthony Ebden a lui aussi été victime des escrocs italiens.
Alberto Bassoli lui a volé une coupe en or de près de 68 000 francs, une somme qu'il a réglée avec un faux chèque. Dès le lendemain, il a tenté de revendre le fruit de son larcin à d'autres antiquaires. Quand ils sont rentrés, ils m'ont demandé le prix de la chope qui était en vitrine. Je leur ai dit le prix. Il m'a dit qu'il voulait faire le cadeau pour Noël, pour sa femme. Je me suis débattue pour essayer d'appeler la banque, essayer d'avoir des renseignements. Et malheureusement, notre cher pays, c'était les grèves. Dans les bureaux de la police parisienne, l'enquête va bon train. À Paris, Bassoli a dérobé, entre autres, une bague en platine sertie d'émeraude, des vases précieux et 2 candélabres datant de 1752. Et ça, c'est le seul? Il y a rien, parce qu'on attendait, nous, les résultats. Donc, sur cette affaire, on s'est dit, est-ce qu'on va voir, on a gardé, est-ce qu'ils vont revenir? On pensait qu'ils allaient revenir. Et on savait que, de toute façon... Le commissaire Aounali nous apprend que Bassoli circulait avec son propre passeport, mais qu'il n'a été contraint de le présenter qu'une seule fois. Toutes les autres transactions, Bassoli les a réalisées en signant d'un nom d'emprunt de faux chèques de la Gateway State Bank à New York. Donc eux n'ont pas voulu acheter, et il y a un système donc vidéo qui fonctionne. Trois semaines après notre séjour à Paris, Alberto Bassoli se manifeste de nouveau. Son appel donne une nouvelle impulsion à nos recherches, car le numéro qui s'affiche sur l'écran de notre téléphone indique que Bassoli nous appelle de République tchèque. Prague serait-elle sa base d'opération? Un informateur nous a transmis une liste de noms correspondant au numéro de téléphone tchèque, appelé depuis Rimini par la belle Anna. Nous ignorons si ces gens ont quelque chose à voir avec notre affaire, mais une chose est sûre, Anna a des antécédents judiciaires. À la mi-janvier, nous partons pour Prague, avec le sentiment de toucher bientôt au but. Nous commençons par rendre visite à la mère d'Anna, qui annonce immédiatement notre venue à Alberto Bassoli, lequel nous téléphone pour nous prier de ne plus importuner la vieille dame. Toujours le même numéro sur le cadran, celui d'une cabine téléphonique de la place Venceslas. Une quarantaine de cabines se dressent sur cette place. Nous finissons par trouver la bonne. Quelques minutes plus tard, nous apercevons Andrea Bassoli, le fils d'Alberto. Andrea, qui apparemment a préféré quitter l'Italie, s'engouffre dans la porte d'entrée d'un immeuble. Mais lequel? Son père et lui ont-ils loué une chambre au Grand Hôtel Europa? Accompagnés de notre interprète tchèque, nous partons à leur recherche. No, tak zatím nějak moc ne. Je to taky vaše obchodní záležitost. Nous essayons un truc tout simple et envoyons un mini-message à Bassoli. Sommes dans le coin, souhaiterions vous rencontrer d'urgence, pas de police. Le jour suivant, 18h. Alberto Bassoli nous a téléphoné il y a 30 minutes. Il a accepté de nous rencontrer au Hilton. Aucun mandat d'arrêt international n'a encore été lancé contre lui. C'est peut-être pour cette raison que Bassoli ne craint pas de se montrer. Hôtel Hilton, Prague. Dottor Eceni, alias Alberto Bassoli, apparaît en chair et en os, accompagné de son fils Andrea et de la belle Anna. Nous avons apporté une petite caméra. Ma sì, la metta via, possiamo farlo dopo. Non ho... Possiamo farlo, non ho difficoltà. La metta via, non ho... Voglio parlare con tranquillità. Ok. No, ma la metta via. Io dopo lo facciamo. Lo facciamo dopo. 2 heures et quelques expressos plus tard, le plus grand escroc de la décennie s'est réconcilié avec notre caméra. Pendant ce temps, à la table voisine, Anna surveille les alentours. Alberto Bassoli nous raconte comment le coup de Venise s'est déroulé.
Il n'était effectivement pas en Italie pendant l'opération et a passé tous ses appels par téléphone portable depuis l'étranger. Lei non è in condizioni di farmi una proposta, io questo lo so, che abbiamo parlato dell'intervista che abbiamo fatto. Pour une fois qu'il en a l'occasion, l'homme ne se prive pas de vanter ouvertement ses mérites d'escroc. De la drogue dans le café. Bassoli nous répond que ce n'est pas son style et que de toute façon, il n'a vraiment pas besoin de ça. D'après Bassoli, tous ses clients ou presque seraient des personnes célèbres, voire tristement célèbres. Son carnet d'adresses rassemble aussi bien des barons de la drogue colombiens que des hommes politiques allemands. Bassoli vole les livres anciens sur commande. En général, les ouvrages sont revendus avant même qu'il ne contacte son fournisseur. L'80% delle volte loro non vogliono niente. They want nothing. Lei può immaginare perché? And can you imagine why? They want to sell it. Perché vogliono vendere. Lei darebbe un canaletto a uno che non ha mai visto nella sua vita? You would give a canaletto to someone you have never seen in your life? I don't know. I'm not an art dealer, but they want to make that money, big money. Però loro vogliono guadagnare molto. Sì, ma se perdono, perdono molto. Vendendo i diritti del... Like selling the rights. I'm proposing a drink in a week. You still have this one? Lei ha ancora questo. Paint? Or I don't know. You mean behind the paint? Se lei pensa tecnicamente coperto dal prosciutto o no? Io chiamo prosciutto questo. Non capiamo il perché lei voglia fermarsi. Nous n'en saurons pas plus. Bassoli nous confiera tout de même qu'il n'a pas vendu et ne vendra pas certaines œuvres d'art qu'il a dérobées. Io ho intenzione di comprare da 15 antiquari. I have the intention to buy from 15 antiquarians. Dai 3 ai 5, 8 forse milioni 8 million di marchi. Minimo. Se va male dai 3. What do you say to buy? To buy. To buy, but goods for dai 3 agli 8 milioni di marchi. In the worst case 3, in the best case 8 million. But to buy and pay by your kind of payment. Vuol dire comprare con il suo tipico modo di pagamento, cioè non pagamento. Sì, ma lui crede per esempio che io abbia pagato, io non ho mai pagato. Cioè, lei pensa no. Che... no, ma certo per esempio, io non faccio... Une voix agréable, un peu d'imagination et un don certain pour la comédie. Selon Bassoli, il n'en faut pas plus pour parvenir à ses fins. L'œuvre jouée à Venise a bénéficié d'une mise en scène de premier ordre. Elle eut un décor grandiose, fut dotée d'un scénario cohérent et servie par de jeunes acteurs convaincants. Son titre, Dottore Ceni, un coup de maître signé Alberto Bassoli. Post-scriptum. Massimo Ceni a été arrêté en Bavière à la mi-février 2000 en possession d'un faux passeport. Alberto Bassoli a quant à lui monté une nouvelle arnaque à Vienne où il a escroqué 5 autres marchands d'art.